Salut François, comment ça va? Bonjour Annabelle, ça va très bien et toi? Oui, ça va bien. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors vu que je suis très vieux, ça peut être très long de me présenter, mais j'essaie de faire quelque chose de succinct. Je suis traducteur depuis 1985. Ça, c'est l'année où j'ai eu mon bac à l'Université Laval. J'ai même commencé un petit peu avant à la pige. Dans ma vie, donc ça fait une quarantaine d'années, dans ma vie, j'ai été travailleur autonome comme traducteur pendant une bonne vingtaine d'années. J'ai travaillé dans un cabinet de traduction qui s'appelle Edgar pendant une quinzaine d'années, où j'étais vice-président à la formation et à la qualité. Donc, j'ai monté tout le programme de formation interne et d'assurance qualité. J'ai enseigné à l'Université Laval aussi la traduction pendant une quinzaine d'années à travers tout ça. Et j'ai aussi fondé une école de traduction qui est bien connue aujourd'hui, qui s'appelle Magistrat. Donc, ça a été fondé en 2006. J'ai pas embauché, mais enfin, il y a plusieurs autres formateurs là, qui travaillent, qui donnent des cours dans le cadre de l'école. Et j'ai vendu l'école au printemps dernier, donc au printemps 2024. Mais je suis encore très actif, je donne encore des formations et puis je participe aussi pas mal à l'orientation de magistrade, un peu comme vieux conseiller, éminence grise. Et voilà, donc je suis en principe à la retraite depuis un an maintenant, depuis un peu plus qu'un an, depuis l'automne 2023. Mais je reste encore assez actif. Je donne des formations et j'ai entrepris la rédaction d'un monument, un grand livre sur ma vision de la langue française, mais c'est pas le sujet du podcast aujourd'hui. On en reparlera quand il sera publié l'année prochaine. C'est pas rapport, mais est-ce que tu vas venir au jeu de la traduction cette année? Oui, je vais être là avec beaucoup de plaisir au nom de Magistrade. Encore une fois, je ne suis pas officiellement dans Magistrade, mais bon, je suis très très proche là, de Mélodie, la nouvelle copropriétaire. Et puis, j'ai toujours j'ai été au jeu de la traduction depuis le tout début. Au début, j'étais juge, là, j'étais parmi les correcteurs. J'ai fait ça pendant quelques années, puis après, j'y allais au nom de Magistrade juste pour participer à l'ambiance. Donc, je vais être là cette année à Montréal, là, ça c'est sûr. Super. Mais moi aussi, je vais venir. Moi, je m'occupe de l'équipe UDM, là. Je les forme, je les pratique, je leur donne la rétroaction, là. Ah, c'est merveilleux. Ça a beaucoup évolué depuis les premiers temps. On voit qu'il y a beaucoup d'équipes, les équipes prennent ça au sérieux, de la formation, de la préparation. Je trouve ça toujours très, très beau à voir. C'était l'expérience d'être parmi les correcteurs aussi est une expérience qui était assez étonnante et enrichissante pour moi. Là, encore une fois, c'est pas le sujet du podcast. On pourrait avoir plein de Non, podcasts sur on toutes va sortes de sujets. couper tout. Mais je me souviens les premières années quand j'ai fait ça, d'être avec d'autres profs qu'on ne connaît pas ou juste de nom et s'entendre prendre quelques secondes juste pour s'entendre sur les barèmes de correction, tout ça, c'était assez intéressant comme expérience. C'est pas aussi évident que ça en a l'air. Ben, j'aimerais ça être correctrice cette année, là, juste comme voir c'est quoi, parce que, genre, je veux traduire les chansons, puis c'est ma passion, là, puis, Mm, mais en tout cas, on verra. mm, Donc, notre sujet aujourd'hui, c'est l'idiomaticité. mhm. Est-ce que tu peux me dire comment tu la définis? Alors, l'idiomaticité, c'est le grand objectif du traducteur, qui devrait être celui de tous les traducteurs, qui est celui de la plupart des traducteurs. Donc, le but, c'est de produire une traduction qui ne sent pas la traduction. Alors, voilà. Donc, on veut un texte au niveau de la phrase, au niveau de l'ensemble du texte, qui fait que quand on va le lire, on ne soupçonne pas que c'est une traduction. Alors, évidemment, ça dépend aussi d'avoir, si on a un œil plus aguerri que d'autres. Un traducteur va plus facilement reconnaître une traduction que quelqu'un de la population générale. Mais le but, c'est ça. Donc, de retrouver la recette magique qui fait que le texte a l'air d'avoir été écrit, rédigé en français et non pas traduit. Et ça semble très. Le principe est très simple, mais le réaliser, c'est presque impossible. Après, on pourrait dire que c'est d'où t'es venue l'idée, ou on peut dire, toi, tu as inventé le mot. Je vais dire ça comme ça, la question. Et toi, tu as inventé ce mot-là. Et c'est de J'ai où? pas inventé le mot, je crois pas l'avoir inventé, mais ce qui est drôle, c'est que je l'ai utilisé très, très spontanément et naturellement dès le début de ma carrière, notamment dans mes cours de magistrade et aussi dans mon premier traducteur averti. Et après coup, je me suis rendu compte qu'il n'était pas si courant que je le croyais. Et je ne l'ai pas inventé, c'est sûr, parce que le mot idiomatique existe depuis longtemps. Idiomaticité, bah, le nom est formé sur l'adjectif, c'est pas très compliqué, mais il n'est pas dans le petit Robert, il n'est pas dans la Larousse. Et moi, je suis un grand contributeur du Wiktionnaire et j'ai vu qu'il n'était pas dans le Wiktionnaire non plus, donc j'ai fait ni une ni deux. J'ai créé l'article idiomaticien dans le Wiktionnaire. Alors, c'est moi qui ai mis la définition. Je me souviens plus qu'est-ce que j'avais mis comme exemple, comme citation. Je ne crois pas m'avoir cité moi-même, je ne suis pas allé jusque-là. Mais voilà, j'ai créé l'article. Donc, j'ai été assez étonné de constater que dans le monde de la traduction, même si la notion existe depuis longtemps,
parle toujours de cette difficulté-là de faire des traductions qui ne sentent pas la traduction, mais j'ai été étonné de voir que le mot n'était pas aussi fréquent que je le pensais. Il n'est pas dans la traduction raisonnée, ça ne fait pas partie du lexique de la traduction de la traduction raisonnée, qui est quand même un lexique qui est quand même très riche là, dans le livre de Jean Delisle, mais le mot idiomaticité n'est pas là. Donc, et je me suis rendu compte après coup que j'étais là à parler allègrement d'idiomaticité à mes collègues, tout en étant peut-être le seul à l'utiliser en tant que tel, ce mot-là. Donc, j'ai fini par me surnommer un petit peu Monsieur Idiomaticité. Et est-ce que ça a un lien avec le mot idiot? Est-ce que c'est la même étymologie? Ouais, l'idiot, c'est peut-être celui qui n'atteint pas l'idiomaticité. Donc, il y a peut-être une espèce d'oxymore ici. Alors, alors, je crois pas, je sais pas, alors, je sais que le mot idiomaticité vient d'un mot grec là, qui signifie ce qui est propre, ce qui est particulier, ce qui est propre, particulier à une langue. Donc, encore une fois, le mot idiome, on sait que le mot idiome signifie même, peut signifier langue ou comment je dirais, forme particulière de langue, là. En espagnol, idioma, c'est carrément le mot, ça veut dire c'est carrément langue, en fait. Donc, encore une fois, la notion, depuis que les gens sont bilingues, tout le monde sent bien qu'il y a deux façons de dire une phrase quand on parle dans une langue étrangère. La façon qui ressemble à notre propre langue maternelle, on pense dans sa langue maternelle, puis on dit les mots équivalents dans la langue étrangère, et ça ne sonne pas naturel dans la langue étrangère, donc ce n'est pas idiomatique, ce n'est pas propre c'est pas la façon spécifique de parler de cette langue-là, qui est notre langue étrangère. Et il y a l'autre façon qui serait la façon de dire, qui serait celle du locuteur naturel de la langue étrangère. Donc, idiome, la racine d'idiomatique est une racine grecque qui signifie ce qui est propre à, ce qui est spécifique à. Et j'aime beaucoup le mot idiolecte, qui désigne en fait la façon de parler propre à une personne. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant de s'arrêter à ça. Je pense que si on parle des gens qu'on connaît, on sait qu'il y a des gens qui utilisent couramment. En fait, tout le monde a des mots préférés. Il y a des mots qui reviennent souvent dans la bouche de certaines personnes. Euh, il y a des mots qui disent, il y a des gens qui disent etc. tout le temps, par exemple. Alors que on connaît tous le mot etc., mais on l'utilise pas tous au même niveau, à la même fréquence. Et puis, bon, je me souviens d'un ami, ça fait longtemps que je l'ai connu, mais lui, il disait tout le temps, il disait jamais, il faudrait bien qu'on se voit un jour, il faudrait bien qu'on se rencontre, il disait toujours, faudrait qu'on se croise. Faudrait bien qu'on se, quand on va se croiser, ou j'ai croisé un tel, et lui, il rencontre personne, il croise des gens. Et puis, je trouve ça intéressant, il y a une belle poésie là-dedans. Il y a l'idée un petit peu qu'on est tous dans un parcours de vie, puis on se croise. Mais bon, puis je comprends l'idée, puis je dis pas que j'utiliserai jamais le mot croiser dans ce sens-là, mais il y avait une fréquence inhabituelle chez ce gars-là, de ce mot-là. Puis on a tous des idiolectes, donc on a tous nos façons de parler, ce qui fait que c'est fascinant parce que la langue, c'est quelque chose qui est commun à tout un grand groupe de personnes, mais en même temps, on sait qu'il y a des parlers régionaux. Les gens du Lac-Saint-Jean ne parlent pas comme les gens de l'Outaouais ou de la Gaspésie, même si on partage la langue québécoise. Mais même au niveau individuel, chaque personne a sa propre langue aussi. Tel mot ne serait pas naturel dans la bouche de telle personne. Quand on voit des imitations, par exemple, de personnalités politiques, souvent les imitateurs vont jouer beaucoup là-dessus, en plus de l'accent, de la prononciation, mais tel mot qui revient souvent aussi, et on se dit, ah, tel mot, ça serait pas naturel dans la bouche d'un tel, même si c'est un mot français, puis même si c'est un francophone. Donc, c'est intéressant parce que ça nous ramène à la question de l'idiomaticité. Qu'est-ce que l'idiomaticité? Faut écrire un texte comme s'il avait été écrit par une personne francophone, mettons dans notre cas, mais 10 personnes francophones vont écrire 10 textes différents en réalité. Donc, il y a quelque chose qui finit toujours par nous échapper dans ce concept-là. Et c'est quoi la différence, selon toi, entre une traduction idiomatique et une adaptation? Ah, ça, c'est une excellente question. Euh, on n'est pas très loin. Quand on veut une traduction idiomatique, parfaitement idiomatique, on est quasiment dans ce qu'on appelle l'adaptation. Alors moi, techniquement, pédagogiquement, je te dirais, je ferais quand même une distinction majeure. Pour moi, l'adaptation, c'est quand on va aller chercher une adaptation culturelle. OK? Je traduis un texte américain qui fait référence à un acteur très connu aux États-Unis, mais pas international, ou un animateur de radio, mettons. Bon, tu le traduis pour un public canadien, québécois ou français. Tu peux changer éventuellement le nom pour que ça ait la même évocation. Même chose pour le nom d'un journal, des choses comme ça. Donc, ça, c'est une adaptation culturelle pour t'assurer que le lecteur qui ne connaît pas la culture d'origine va quand même comprendre l'intention, les connotations, tout ça. Pour moi, l'adaptation, ça serait plutôt ça. Donc, c'est vraiment
une incursion beaucoup plus invasive, je dirais, dans le texte, pour transformer carrément du contenu en fonction de la capacité de compréhension de l'auditeur qui appartient à une culture différente. Donc, sinon, l'idiomaticité telle que moi je la recherche, ça peut amener ça amène généralement à des reformulations majeures par rapport à la façon de dire les choses en anglais, par rapport aussi à ce qu'on pourrait appeler une traduction standard, qui est 90% des traductions qu'on a autour de nous. Donc, dans mes formations, entre autres de magistrade, euh, je propose des traductions différentes, des révisions, des versions reformulées de traductions standards, et très, très souvent, ça va très loin dans l'implicitation, dans la reformulation, mais j'appellerais pas ça des adaptations. C'est une adaptation de forme, je dirais, une adaptation formelle, évidemment, parce qu'on reformule tout. Mais pour moi, l'adaptation, ça va jusqu'à aller changer certaines idées, certains concepts, certains référents. Quand je parle d'idiomaticité, ça ne va pas jusque-là. C'est juste de la reformulation dans la façon de dire les choses. Les mots utilisés, les idées qu'on laisse implicites ou qu'on explicite, ce genre de choses-là. Puis la différence entre une traduction littérale et une traduction idiomatique, c'est quoi? Ah, alors, c'est une très bonne question, encore une fois. Tu as des bonnes questions. Alors, pour ceux qui s'intéressent, j'en parle un petit peu dans mon premier cours. Je peux faire de la publicité pour mes propres cours, j'imagine, Annabelle. Donc, dans mes cours de magistrat, j'ai une série qui s'appelle la traduction administrative idiomatique, que je donne d'ailleurs depuis une quinzaine, quasiment une vingtaine d'années, et j'approche de la centième là, représentation, entre guillemets, dans les prochains mois. Bref, je parle un petit peu de ça. Euh, une traduction littérale. Alors, j'ai dit tantôt les traductions standards qui sont autour de nous. J'ai dit il y en a à peu près 90%, puis elles ne correspondent pas à ce que j'appelle une traduction idiomatique. C'est les traductions qui sont plus proches du mot à mot. Traduction littérale, pour moi, c'est un terme aussi bien précis. Une traduction littérale, pour moi, c'est une traduction mot à mot qui marche. Ça arrive, hein, ça existe, que si tu as une phrase simple en anglais, tu peux la traduire mot à mot. The cat runs after the mouse. Le chat court après la souris. Je suis même pas sûr que mon anglais est idiomatique, mais en tout cas. Bon, il y a des phrases très simples comme ça qu'on peut traduire mot à mot, littéralement, et ça fonctionne. La question de l'idiomatie ne se pose pas dans 100% des phrases qu'on traduit. Quasiment 100% dans la vraie vie, mais en théorie, il y a des phrases quand même qui se traduisent littéralement assez facilement. Euh, Ce sont les phrases que les machines peuvent maintenant traduire sans notre aide, d'ailleurs. Donc, on espère qu'il n'y en a pas trop non plus dans les textes comme traducteur. Voilà, pour moi, une traduction littéraire, c'est une traduction où tu peux faire du mot à mot, littéral, pardon. Une traduction où tu peux faire du mot à mot et que ça marche. Donc, alors, dans ces situations-là, la question de l'idiomaticité ne se pose pas, en fait. C'est hors sujet. Parce qu'on va dire, est-ce que c'est une traduction idiomatique, le chat court après la souris? Ben oui et non. On peut dire que c'est idiomatique dans le sens que c'est comme ça qu'un Français l'aurait dit, mais en même temps, il n'y a pas de spécificité par rapport à l'anglais, si on compare à l'anglais, parce que l'anglais aurait dit les choses de la même façon, avec les mêmes mots, dans le même ordre. Donc, on a dit tout à l'heure que idiomatique, ça vient d'un mot grec qui signifie spécifique, particulier. Donc, vu que ce n'est pas spécifique au français, mais commun au français et à l'anglais, ce n'est pas spécialement idiomatique. Mais c'est littéral, donc c'est un mot à mot qui marche. Pour moi, je le vois comme ça, mais bon, après. Voilà, dans les phrases plus complexes, ça serait plus compliqué de faire une différence entre traduction littérale et traduction idiomatique, parce que plus la phrase est complexe, plus la traduction littérale ressemble à une traduction qui sonne l'anglais, dans le fond. Je pense que les gens aussi pensent que la traduction idiomatique, c'est juste traduire les expressions comme It's raining cats and dogs, de pas Hmm. le traduire par Il pleut, des chats et des chiens, mais il pleut des cordes. Oui, oui, c'est important de le mentionner parce qu'il y a l'expression idiotisme. Donc, justement, ça, c'est ce que tu as nommé, c'est des idiotismes, donc des façons de dire les choses qui sont propres à une langue. Donc, en français, il tombe des clous. En France, on dit ça. Au Québec, on dit. Non, au Québec, on dit des tombes des clous. En France, on dit il tombe des cordes ou il pleut des cordes. Bon, puis au Québec, on va dire aussi il mouillassio. Puis certains disent que c'est de l'italien, il mouillassio, mais enfin, c'est une autre question. Euh, donc ça, ce sont des idiotismes, effectivement. Two peas in a pod, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, bon, ce genre de choses-là. Alors ça, c'est le sens classique, je dirais, de idiotisme. Puis bon, quand on apprend une langue, il faut apprendre les idiotismes et il faut apprendre à ne pas les traduire littéralement. Bon, mais comme on a vu jusqu'ici, moi, la définition que je donne à ça est beaucoup plus générale. Mais ça reste le sens profond reste
d'aller chercher ce qui est spécifique à la langue d'arrivée et qui n'existe pas dans la langue de départ. Donc, c'est propre et particulier à, donc je reviens à la racine grecque, là, ça demeure vrai. Ce qui pourrait nous amener à la notion de mot du paradis du français. Si jamais tu as une question là-dessus, ça pourrait être intéressant. Puis est-ce que c'est tous les textes, même les textes de spécialité comme médical, juridique, qui Absolument. sont Absolument. idiomatiques? Ouais. Il n'y a rien qui y échappe. Alors ça, c'est intéressant aussi parce que souvent les gens vont penser que cette question-là, c'est plus pour les textes littéraires, disons, qu'il faut faire preuve d'un peu d'habileté avec la plume et tout ça. Moi, j'ai fait très peu de littéraire dans ma vie, là. C'est pas que j'aurais pas voulu, mais il fallait que je gagne ma vie. J'avais trois enfants. J'ai fait très peu de littéraire, mais bon, même dans l'administratif, on finit par faire de temps en temps des textes. Tu sais, un texte de blog, souvent, il y a un côté littéraire quand même, là. Mais bon, non, c'est vrai pour le texte administratif le plus plat que tu peux traduire, un texte en ressources humaines, des énoncés prébudgétaires, même les textes techniques. Un excellent traducteur technique va faire beaucoup, beaucoup de reformulations. Il va vraiment s'employer à préserver l'idiomaticité. Je pense, quand j'étais chez Edgar, on avait un excellent traducteur technique. Quand je le révisais, moi, j'en ai fait un peu de traduction technique, mais c'est pas ma spécialité, là. Mais on parle de traduction technique, on parle vraiment de mécanique, des choses comme ça. Et je le révisais des fois et j'étais émerveillé de voir à quel point il reformulait tout. Les gens disent, ah non, technique, faut pas que tu déroges, terme technique, c'est un terme technique. Mais non, tu sais, tu peux faire des implicitations. Le terme technique n'est pas le même en français qu'en anglais. Il faut reformuler les choses à partir de l'idée, du concept, de l'intention. C'est tout aussi vrai en traduction technique ou médicale ou autre qu'en traduction administrative ou littéraire. Puis là, je peux vous recommander le livre de Claude Bédard qui s'appelle Traduction technique, technique et pratique, quelque chose comme ça. En tout cas, le livre, c'est la traduction technique de Claude Bédard, qui est excellent. Et Claude Bédard est un excellent traducteur, un type très intelligent. Il fait du technique, mais son livre est un guide de traduction générale en même temps. Alors, il parle d'implicitation, il parle de reformulation, il parle d'éviter les formes passives, toutes ces choses-là. C'est très universel. Il n'y a aucun domaine qui échappe à l'idiomatie. Je peux donner un petit exemple qui est une anecdote comique en même temps. Mais tu sais, bon, moi étant obsédé par l'idiomaticité, j'ai effectivement fait de la traduction thématique pendant 2, 3 ans. Peut-être 3 ans. J'avais un client qui était Caterpillar. En fait, c'est un concessionnaire Caterpillar dans la région de Montréal, puis il me faisait traduire des brochures, entre autres, là, des brochures sur des engins de chantier, là, des pelleteuses, des bulldozers qui étaient des bouteurs, etc. Et je connaissais rien là-dedans, moi, les moteurs, les bons. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé chercher, à la bibliothèque, moi, c'était avant Internet, j'ai consulté des ouvrages de mécanique, puis je regardais des ouvrages de mécanique écrits en français pour enrichir mon vocabulaire. Et là, je découvre avec stupeur et délectation que dans un moteur, ce qu'on appelle les pièces de moteur, ça s'appelle des organes mécaniques. Je trouve ça super joli comme mot. Alors, évidemment en anglais, on n'aura jamais le mot organ, tu sais, c'est des parts ou bon. Alors, juste le fait de plugger le mot organe mécanique dans une traduction, tu améliores son idiomaticité parce que c'est un mot qui est propre au français, qui n'existe pas en anglais. Et l'anecdote avec, c'est qu'un jour, mon contact, la personne responsable de traduction à Montréal, m'appelle et me dit, François, fais attention, oublie pas que tu parles des gars de chantier et des gars de mécanique. Alors, quand tu parles de la lubrification des organes, ils ne pensent pas forcément la même chose que toi. À partir de ce moment-là, j'ai fait attention. Mais donc, c'est une anecdote assez comique. Mais tout ça pour dire que même en mécanique, là, c'est un exemple parmi mille, là, puis là, c'est un exemple lexical, mais dans la façon de dire les choses, la façon de tourner les phrases, euh, est-ce qu'on utilise un impératif ou un infinitif? L'anglais utilise, dans des instructions, utilise toujours d'un impératif. C'est incontournable, ils n'ont pas le choix. En français, est-ce qu'on pourrait remplacer ça par un infinitif? Si oui, on s'approche de l'idiomaticité. Est-ce qu'on pourrait utiliser un on, par exemple? On dévisse le bouchon plutôt que dévisser le bouchon. On est encore plus idiomatique. Bon, etc. Donc, la question de l'idiomatique se pose dans tous les types de textes, même les plus simples et même les plus techniques. J'ai pas trouvé le mot en français, mais est-ce que tu sais c'est quoi le plain language? Oui, je sais très bien c'est quoi. On parle en français de langue claire et simple, souvent. Je ne pense pas que ce soit la seule façon de le dire en français. Euh, oui, c'est une notion que je connais bien, qui m'agace un petit peu.
Est-ce que ta question, c'est juste, est-ce que je connais ça ou qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que t'en penses? Puis, est-ce que tu as des exemples de plain language? Ah, alors, bon, encore une fois, tu me permettras de renvoyer les gens à une de mes formations, donc, de magistral qui s'appelle justement Simplifier sans niveler par le bas, en deux volets. Donc, c'est deux jours de cours auxquels on peut s'inscrire séparément, là. Et dans le premier, quasiment la première demi-journée est consacrée à cette question-là. Le plain language, l'idée de base, c'est on veut inciter les gens à utiliser des mots simples et des phrases simples pour s'assurer que tout le monde comprend quand on écrit un texte. Et encore une fois, c'est vrai dans tous les domaines, techniques, juridiques, administratifs et autres. Donc, évidemment que le but est noble, personne n'est contre le fait que les textes doivent être bien compris. Malheureusement, comme dans beaucoup de domaines, ce sujet-là a été investi par des gens qui deviennent dogmatiques et extrémistes, je dirais. Et le problème, alors là, ici, alors c'est devenu une obsession. Alors, la notion existe depuis très longtemps. Moi, je me souviens, en 86, je commençais à m'intéresser à la traduction juridique déjà. Et ça fait longtemps, 86, là. Et il y avait déjà des guides et des mouvements, des articles qui s'écrivaient pour simplifier la langue juridique. C'était plus spécifique au juridique, puis je comprends que le juridique, c'est un cas particulier. Mais déjà, on parlait de ça, on disait aux avocats, écrivez pour être compris, on disait aux législateurs, écrivez pour être compris. Donc, et après, ça s'est un peu étendu dans la langue administrative et autres. Et depuis, je dirais 15 ans, c'est une véritable obsession. Il y a des politiques de langue claire. Alors là, c'est là que ça commence à être, je trouve, difficile et grave. Quand ça devient des politiques, donc des obligations, avec un ensemble de règles, c'est quasiment une religion. Quoi faire, quoi ne pas faire. Alors, faire valoir un principe, faire remarquer à quelqu'un, tu sais, ta phrase, elle est beaucoup trop longue, puis on pourrait la raccourcir, puis elle serait beaucoup plus claire pour tout le monde. Bien ça, en principe, un cours de français, ça sert à ça. Tu n'as pas besoin d'instaurer une politique à l'échelle d'un ministère. À l'école, déjà, puis à l'université, on devrait apprendre à écrire clairement et simplement. Le français n'a jamais, contrairement d'ailleurs à certains préjugés, le français a toujours été une langue de clarté, de simplicité, de logique. Euh, Comment il s'appelle? Rivarol disait ce qui n'est pas clair n'est pas français. Bon, ce qui était peut-être un brin chauvin, mais en tout cas, on était au 18e siècle, puis ça veut quand même dire que l'idéal de la langue, depuis toujours, c'est la clarté. Puis moi, j'ai lu des guides de rédaction quand écoute, moi, j'ai la langue, l'obsession, la langue, c'est une passion depuis toujours. J'étais en secondaire 1, puis j'allais à la bibliothèque de mon école, puis je cherchais des guides de rédaction, puis je lisais ça. Fait que c'est des vieilles affaires, là. J'ai lu des guides qui étaient déjà très vieux à l'époque où je les lisais, ça datait des années 40, 50, des guides de rédaction, puis ça disait simplicité, clarté. Il donnait des exemples de phrases qu'on pouvait dire plus simplement. Donc, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Ça a toujours été vrai. Mais là, c'est devenu une obsession et c'est devenu. Alors qu'autrefois, il y avait des guides où on vous disait, je vais vous montrer comment bien rédiger clairement et simplement. Aujourd'hui, ça devient des obligations. Il y a des guides de rédaction. Mais c'est le même mot, mais c'est pas la même notion parce qu'aujourd'hui, c'est comme tu es obligé de. Les traducteurs savent c'est quoi. On s'en fait souvent remettre quand on a un nouveau client, par exemple. Et là, on n'a pas le droit de si éviter tel mot, remplacer tel mot par tel mot. On avait un client chez Edgar qui nous obligeait à ne pas dépasser. Au début, c'était 19 mots par phrase. Donc, c'est assez spécifique comme consigne et un peu hors sol, comme on dit en France, là, un petit peu lunaire, là, un peu déconnecté de la réalité. Bon, en même temps, bon, on a discuté avec le client, finalement, on s'est rendu compte que la consigne tombait comme ça parce qu'elle venait de très haut. Puis quand tu discutes entre personnes raisonnables, tu te rends compte que non seulement ça n'a pas de bon sens, mais on va nuire à personne en faisant des phrases de 21 mots une fois de temps en temps, là. Mais c'est juste pour dire que ça devient une folie. Euh, et moi, dans mes cours de magistrate, très souvent, j'ai appris l'existence de tout ça parce que dans mes cours de magistrate, je préconisais des choses et les gens me disaient, non, non, mais ça, là, c'est une voix, ça, c'est une phrase au passif. On ne peut pas utiliser ça, le passif, là. Ça, c'est une phrase, c'est une tournure négative. Le négatif, il faut éviter ça dans les traductions, dans nos textes. Ça, ce mot-là, c'est même trop compliqué, les gens comprendront. Et là, je me disais, OK, là, qu'est-ce qu'on est en train de faire avec tout ça? On est en train d'assonner une série d'interdits. Pourtant, on est dans un monde qui se veut libre. Alors, on n'a pas le droit de ci, pas le droit de ça. Vous remarquerez, la langue claire est simple. C'est des interdits, c'est pas des recommandations de ce qu'il faut faire. Ben, ils peuvent le tourner autrement, là. Mais faut donc ne pas dépasser tel nombre de mots, éviter le passif, etc., etc. Or, ce sont toutes des ressources qui existent en français, qui sont légitimes.
Alors, si on se coupe de toutes nos ressources, de la moitié, ou peu importe la proportion, d'un nombre X de ressources euh, qui font partie de la langue, ben, on n'est pas en train d'enrichir quoi que ce soit ou d'aider qui que ce soit, on est en train d'appauvrir notre langue de façon purement dogmatique. Alors, moi, je prétends qu'une phrase peut être longue et intelligible si elle est bien construite. Et un mot peut être rare mais intelligible si on l'utilise dans le bon contexte et s'il le faut, on l'explique, on le définit, on s'assure que le contexte est clair. Et évidemment, on adapte notre vocabulaire à la personne à qui on écrit. Évidemment, alors, si j'écris une lettre à des immigrants qui arrivent de Colombie puis qui parlent ni français ni anglais, puis je leur écris quand même en français ou en anglais, je prends des mots les plus simples possibles. On y est d'accord. Mais de là à dire que l'ensemble de la population doit recevoir des communications avec un niveau de secondaire 1, je comprends la bonne intention derrière ça, on veut que tout le monde comprenne, mais je trouve que quand c'est devenu une politique publique, c'est un gros problème. La politique publique devrait être, on alphabétise les gens pour leur montrer des mots, pour leur apprendre à lire, et non pas, on forme nos rédacteurs pour qu'ils écrivent au plus bas dénominateur commun. Ça annonce quel avenir pour une population, ça. Donc là, je suis dans le niveau super, tu sais, politique collectif et tout, mais ces enjeux-là sont tous derrière. À partir du moment où on veut généraliser ce qu'on appelle la langue claire et simple, et c'est ce qui se passe présentement. C'est ça les vrais enjeux. C'est ce qu'on est en train de s'enrichir comme collectivité en enrichissant notre langue, notre capacité de penser, notre vocabulaire, ou est-ce qu'on est en train de s'appauvrir en interdisant. Il y a des ministères qui publient des listes de mots à ne pas utiliser. J'en parle dans une de mes formations. Il y a un lexique administratif d'un ministère français en France, mais la même chose existe de ce côté-ci aussi, là. Il appelle ça un lexique administratif, mais c'est pas là pour définir des mots, c'est là pour éviter des mots. Alors, on dit, plutôt que tel mot, utiliser tel mot, plutôt que tel mot, utiliser tel mot, sans aucune, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de. C'est comme si on voulait juste réduire le vocabulaire. Alors, on ne peut pas être en faveur de ça, si on est en faveur de la diversité, mot-clé de notre époque aussi, et de la richesse intellectuelle, de la richesse du vocabulaire. Je sais pas si c'est là que tu voulais que j'aille, mais en tout cas, moi, quand tu me parles de langue claire et simple, et encore une fois, c'est important, là, je comprends très bien que c'est pas tout le monde dans la population qui a une instruction, qui a une éducation universitaire, puis tout ça, je comprends bien. Puis honnêtement, là, quand moi je révise une traduction, puis d'ailleurs, il y a un lien avec l'idiomaticité, là, on revient avec l'idiomaticité. Quand moi je révise une traduction, je dirais que 75% de mes interventions, c'est pour simplifier et clarifier. Là, je suis entièrement en faveur de la langue claire et simple. Ce que j'aime pas, c'est le discours qui est autour et les moyens qu'on préconise qui deviennent quasiment des dogmes religieux. Mais une traduction idiomatique va être aussi une traduction, un texte simple et clair, parce que, comme le disait Rivarol, ce qui n'est pas clair n'est pas français. Et toi, ben, t'essayes de montrer aux gens qu'on peut être simple, mais aussi utiliser des mots du paradis du français. C'est Ah. ça. Alors, simplifier sans niveler par le bas. Alors, on est d'accord avec l'idée de simplifier. En fait, ce qu'on veut, c'est pas simplifier, c'est clarifier. Ça, déjà, il y a un problème. Quand on dit simplifier, mais c'est sûr qu'on va se tourner vers éliminer les mots longs, ces choses-là. Mais ce qu'on veut, c'est, en fait, c'est pas d'être simple, c'est d'être clair. On veut être simple pour être clair. Mais là, après ça, il faut comprendre qu'être clair, ça peut se faire par autre chose que les différents, les principes un petit peu simplistes là, qu'on voit dans les guides de rédaction claire et simple. Donc, dans mon cours, ce que je dis, c'est que oui, c'est vrai que le passif, faites attention parce qu'il est plus fréquent en anglais qu'en français. Donc, souvent, c'est un calque quand vous utilisez un passif. Oui, mais le passif existe depuis. Le passif existait dans le latin, là, tu sais, c'est un temps, c'est une voie du latin, puis ça a toujours existé. Donc, n'est pas me dire qu'il faut éviter le passif, c'est pas vrai. Il faut juste savoir l'utiliser et de façon idiomatique, ça veut dire l'utiliser de façon propre au français, qui est différente de la façon dont le passif est utilisé en anglais. Même chose pour les tournées négatives, même chose pour encore une fois la longueur des phrases, bon, même chose pour les mots. Les mots qui paraissent peut-être plus rares, mais plus rares pour qui? C'est pas parce que toi, tu connais pas le mot que personne ne le connaît. Je me dis tout le temps, si un mot existe, il y a toujours bien une couple de personnes qui le connaissent. Sans ça, il n'existerait pas. Donc, il faut faire attention un petit peu à ces choses-là. Donc, tu m'amenais sur les mots du paradis du français. Euh, alors, oui, ben, c'est un petit peu différent de la langue claire et simple. Il y a un lien, mais bon, c'est quand même un sujet un petit peu différent, mais ça nous ramène à l'idiomaticité, par contre. Alors, les mots du paradis. Alors, étant obsédé par l'idiomaticité depuis, j'allais dire mon plus jeune âge de traducteur, en tout cas, euh, la question de base, c'est ça. Alors, ce que je disais tout à l'heure, l'idiomaticité, c'est presque impossible à faire en traduction.
Ça veut dire quoi? Je suis pas capable de, moi-même, même si c'est mon obsession, j'arrive pas à produire une phrase qui a l'air aussi naturelle que quand moi-même j'écris en français, d'ailleurs, en passant. Mes textes traduits ne ressemblent pas à mes textes rédigés, même si c'est moi qui les ai traduits, moi qui les ai rédigés. La traduction en tant que telle, on a vraiment des bâtons dans les roues quand on traduit parce qu'on parle d'une langue étrangère. On a deux cerveaux, le cerveau de traducteur puis le cerveau de rédacteur. C'est pas le même cerveau. Je l'observe chez moi-même. Et donc, en cherchant l'idiomaticité, qu'est-ce que je fais? Un de mes exercices préférés que je fais encore dans le cadre de magistrade actuellement, je regarde un texte écrit en français, n'importe quel texte, presque tous les textes vont faire l'affaire. Je regarde le texte écrit en français, je me dis, pourquoi ça ne ressemble pas à mes traductions, ça? Ça ne ressemble pas à mes traductions. Puis là, je regarde, qu'est-ce qui est différent? Et là, j'ai trouvé toutes sortes de choses, et entre autres des mots. Et donc, des mots du paradis du français. C'est ce qu'on appelle les mots du paradis du français. Ce sont des mots, encore une fois, idiomatiques, c'est-à-dire qui sont propres au français, qui n'existent pas en anglais. Et ça, il y en a des dizaines et des dizaines, probablement des centaines. Donc, dans mes formations de magistrat, on en voit beaucoup. Et c'est étonnant de voir à quel point certains mots sont très courants dans la langue courante en français, quand on parle en français, quand on écrit en français, mais sont à peu près inexistants dans les traductions. Et là, bon, je pourrais te donner quelques exemples, je pense que ce soit moins abstrait, mais je pourrais t'en donner des dizaines, mais je vais te donner l'exemple classique dont je parle tout le temps dans ma première formation, qui est un mot très intéressant, c'est le mot concertation. Un mot très simple, et je raconte l'anecdote suivante, donc ceux qui ont suivi mes cours vont le reconnaître, mais je la trouve très... Pour moi, c'est très significatif. Puis justement, c'est une anecdote qui s'est passée pendant mes premières années comme traducteur où j'étais en train de comprendre ces choses-là. J'étais tout bêtement à un party d'Halloween chez un de mes amis. Et puis le père de cet ami-là vient me voir. Et puis il me demande ce que je fais dans la vie, tout simplement comme n'importe quelle petite conversation courante. Et là, quand je suis traducteur, alors, aux surprises, il ne me demande pas combien de langues je parle. J'étais très, très heureux de sauter cette étape-là. Et lui me dit, on a une traductrice qui travaille chez... Alors, lui, il travaillait au ministère des Communications du gouvernement du Québec. Donc, il dit, je connais une traductrice. Puis il me donne le nom de la traductrice, il me demande si je la connais. Ben non, je la connaissais pas. Lui, la traductrice, c'était une anglophone. Donc, il était au ministère des Communications du Québec. Donc, la traduction s'est faite surtout du français vers l'anglais. Et il me dit, Mary me disait l'autre jour qu'il y a un mot qui ont beaucoup de mal à traduire en anglais dans les textes qui traduisent de chez nous. Et là, j'avais très hâte de savoir quel était ce mot compliqué, rare, savant, je ne sais pas quoi, qui était difficile à traduire. Et il me dit, c'est le mot concertation. Là, j'étais un petit peu déçu, parce que je me disais, concertation, c'est pas un mot très original, en fait. C'est un mot finalement très simple. On parle de langue claire et simple, là. C'est un mot simple, ça, concertation. Puis là, c'était drôle, parce que je me disais, c'est drôle, ça faisait peut-être 3 4 ans que j'étais traducteur. Puis je me disais, tiens, j'ai jamais utilisé ce mot-là. Dans mes traductions, ma concertation, comment ça fait? Puis là, je me disais, c'est drôle parce que les textes que je traduis, pourtant, ils parlent bien de concertation. Tu sais, dans les textes qu'on traduit administratifs, on dit tout le temps qu'il faut travailler ensemble, il faut savoir travailler ensemble, ou qu'on ne travaille pas assez ensemble, il faut savoir, tu sais, se coordonner, tout ça. Donc, l'idée de concertation est bien présente dans les textes que je traduis, mais le mot n'arrivait jamais. Et ça m'a pris, je te mens pas, des mois. Alors, je me disais, il faut que j'utilise concertation dans un de mes mots. Dans une de mes traductions, c'est pas normal si je l'utilise pas. Ça a pris des mois avant que je trouve l'occasion de l'utiliser. Et encore, là, il a fallu, je pense que c'est Saint-Jérôme, le patron des traducteurs, qui m'a donné une petite pichenote parce qu'il trouvait il voyait que je trouvais pas la solution. J'ai reçu un texte, donc on m'a envoyé un texte, peut-être Saint-Jérôme, m'a envoyé un texte où il y avait un tic, l'auteur avait un tic de rédaction, il parlait toujours de cooperation and coordination. C'est toujours les mots qui arrivaient ensemble. We need more cooperation and coordination. Ça arrivait 2 3 fois par page. Et moi, je traduisais, nous avons besoin de davantage de coopération et de coordination. Puis là, à un moment donné, le déclic s'est fait. J'ai dit, ah tiens, mais ça y est, on parle de concertation ici, là. Alors, j'ai traduit Cooperation and Coordination par concertation. Donc, je traduis deux mots en un seul en plus. Avec beaucoup de satisfaction, c'est très agréable d'un traducteur à faire ça. Et là, je me disais, OK, mais c'est ça l'affaire, c'est que je ne dois pas attendre que l'anglais utilise le mot concertation, là. Ça n'arrivera jamais. Et c'est un mot du paradis du français. Pourquoi? Parce qu'il y a des mots anglais pour dire ça, et ces mots anglais-là, malheureusement, entre guillemets, correspondent aussi à des mots français. Donc, corporation est traduit par coopération, coordination par coordination, et c'est important de mentionner, de préciser que ce ne sont pas des erreurs de traduction. Je ne faisais pas des calques en traduisant coordination par coordination. Donc, là, on sort du paradigme de erreur. Tu sais, c'est pas que je fais des fautes, j'ai pas fait une faute de traduction, mais
je n'écrivais pas. Dans un texte qui parle tellement de concertation, c'est clair que si le texte avait été écrit en français, le mot concertation, et d'ailleurs le verbe se concerter, une action concertée, bon, ces mots-là seraient arrivés régulièrement. Et moi, j'étais sur le point de produire une traduction où ce mot-là n'arrivait nulle part dans le texte de, mettons, 10 ou 12 pages. Donc, ma traduction n'était pas idiomatique. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui l'aurait écrit en français aurait utilisé ce mot-là. Et donc, c'est important de préciser ça. Ce n'était pas une mauvaise traduction que j'étais en train de produire, mais une traduction, justement, ça revient peut-être un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, traduction littérale. C'est pas dans le sens que je disais, mais disons, à la limite, on pourrait dire une traduction littérale, mais pas idiomatique. Pourquoi? Parce que c'est pas propre à la façon de dire les choses en français. Et là, je me suis mis, dans ma vie de traducteur, je suis parti à la chasse de tous ces mots idiomatiques-là, que j'ai appelés des mots du paradis du français, bon, pour une autre raison qui est peut-être trop longue à expliquer, mais c'est devenu maintenant assez courant comme expression maintenant dans le monde de la traduction, en tout cas pour les centaines de personnes qui ont suivi mes formations. Euh, et il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et pour conclure là-dessus, alors, ça, ce que je te raconte là, ça date de quasiment 40 ans. Mais tout récemment, cet été, donc il y a quelques mois, j'ai eu la chance, le bonheur d'avoir accès à un outil informatique sur le web qui permet de faire des analyses statistiques sur des corpus linguistiques. Bon, ça existait depuis longtemps, mais c'est vraiment un outil très pratique parce que je pouvais vraiment dire, va faire l'analyse de tel site web qui n'est pas sur mon ordinateur, évidemment. Et c'est un outil qui était très, très pratique pour vérifier, entre autres, mais pas seulement, mais entre autres, les fréquences de mots. Et là, j'ai pu comparer, j'ai pu mettre à l'épreuve ma théorie que j'enseignais ou que j'entretenais depuis 30, 40 ans sur cette histoire-là de fréquence des mots du paradis du français. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un corpus avec tous les textes du ministère de l'Environnement du Québec. On parle d'1 million de mots à peu près. Et un corpus avec tous les textes du ministère de l'Environnement du Canada, les textes en français, donc ils sont à peu près tous traduits. On parlait de 3 millions de mots à peu près. Donc, on est à peu près sûr que tous les textes du fédéral sont traduits à au moins 90 probablement plus, puis provincial, probablement 95 rédigés en français et non pas traduits. Bon. Donc, on a vraiment deux bons corpus pour comparer la langue traduite à la langue naturelle. Et j'ai rentré là-dedans plusieurs de mes mots du paradis du français dont je parlais depuis très longtemps. Et il y avait un ratio de 1 à 100 des fois de fréquence. Bon, peut-être pas 1 à 100, mais mettons 3 contre 80, mettons. Occurrences par million là, ou par 100 000, je ne me souviens plus c'était quoi le ratio, là, mais je veux dire, ces mots-là sont 50, 60 fois plus fréquents dans les textes écrits en français que dans les traductions. En fait, ils sont à peu près inexistants dans les traductions. Donc, et puis pourtant, c'est des textes apparemment comparables, c'est des ministères, donc c'est du texte administratif, ça parle d'environnement. Bon, je comprends que les compétences ne sont pas tout à fait les mêmes entre le fédéral et le provincial, mais je veux dire, on parle pas de mots spécialisés, là, on parle de mots comme encadrement, par exemple. Encadrer, encadrement, le mot de la langue courante, là. Je me souviens plus si j'avais fait pour concertation, je me souviens pas. Mais c'est des mots très simples, là. Bon, j'ai fait un petit graphique avec ça, puis c'est étonnant. Je veux dire, on constate que les textes français traduits du fédéral ne sont pas comme les textes rédigés en français du provincial. Donc, ce sont deux langues différentes. La langue traduite n'est pas la même langue, donc c'est pas tout à fait du français. On pourrait aller jusque-là, je pense. La question suivante, c'était pas une question que je t'ai demandé, mais on dit souvent que le français a un taux de foisonnement plus élevé que l'anglais, mais quand tu traduis idiomatiquement, est-ce que c'est le cas? Justement. Alors, cette question-là n'est pas simple. Elle est passionnante. Euh, Alors, il y a des gens qui vont vous dire de façon quasiment dogmatique, non, 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 le taux de foisonnement devrait être à zéro, il n'y a aucune raison. On n'a pas il n'y a pas de réponse objective scientifique à ce terme-là, à cette question-là, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un texte de 1000 mots en anglais, si quelqu'un l'avait rédigé en français, il n'y aurait pas plus que 1000 mots non plus, mais tu peux pas vérifier ça scientifiquement. C'est impossible de demander à deux personnes d'écrire exactement le même texte sans se consulter, donc on ne le sait pas. On est obligé de passer par la traduction pour le vérifier. Et la traduction, donc, on sait, généralement, il y a tout de foisonnement très grand, de 15 à 20, des fois 25 en français. Ce que je peux dire, par contre, alors, est-ce que je peux dire que systématiquement, une traduction plus longue que l'original est une mauvaise traduction? Je n'oserais pas dire ça parce que moi-même, je me prends comme modèle, mais je veux dire, moi-même, j'y arrive pas à avoir des taux de foisonnement de zéro. Pas tout le temps, je veux dire. Cela dit, c'est beaucoup plus
possible qu'on ne le croit et qu'on ne le fait. Ça, c'est clair. Euh, il y a des cas où c'était impossible parce que quand même le français a une syntaxe particulière. Il y a plus d'articles, plus de prépositions. Les mots en soi sont plus longs aussi. En passant, quand vous comptez les mots, faites attention parce qu'en français, le deux points, ça compte pour un mot, puis un guillemet ouvrant, puis un guillemet fermant dans Word, parce qu'on met des espaces de chaque côté, ça compte tout pour des mots séparés. Et en anglais, c'est pas le cas. Donc, des fois, en passant, là, on peut peut-être mieux d'y aller par ligne ou par page que par mot. En tout cas, faites attention à ça. Des fois, ça peut être trompeur. Je vous dis ça entre parenthèses. Euh, alors, il y a une chose de sûre, c'est que dans le monde de la traduction, tel que la traduction se pratique actuellement, on pourrait facilement, on pourrait certainement réduire de beaucoup le taux de foisonnement tel qu'il existe actuellement dans les textes autour de nous. Parce que les gens, les traducteurs n'osent pas faire les opérations qu'il faut faire pour réduire le taux de foisonnement. Un taux de foisonnement en bas de 5%, c'est tout à fait faisable, mais ça demande un effort, puis ça demande de l'audace. Euh, Quand je fais des. Alors, je fais souvent des traduels. C'est un exercice que j'aime beaucoup, beaucoup faire. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, en gros, on donne le même texte à traduire à deux traducteurs qui ne se consultent pas, qui font leur propre traduction et on compare ça après ça devant des traducteurs et on pose des questions. Euh, et je fais un traduel souvent avec un nommé Dominique Jonkers, un traducteur belge que j'aime beaucoup, avec qui je suis ami aussi. Et lui, c'est un obsédé de la concision. Donc, généralement, quand je fais des traduels avec lui, je m'arrange pour avoir. J'ai encore plus l'obsession de la concision aussi. J'ai systématiquement un taux de foisonnement négatif. J'ai pas de mal dans ces situations-là à le faire. Euh, donc, c'est beaucoup plus possible qu'on le pense. Ce n'est pas une fatalité, le foisonnement. Je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est intrinsèque à certaines langues, quoique, encore une fois, faut être objectif, il faut être honnête. Je veux dire, par exemple, les traducteurs du français vers l'anglais, c'est très fréquent qu'ils aient un taux de foisonnement négatif sans trop se forcer. Donc, il y a quelque chose d'intrinsèque à la langue aussi, probablement, qui fait qu'en français, on a besoin souvent de locutions un peu plus longues. On a une syntaxe qui marche moins par simple juxtaposition. Puis on sait aussi que les textes allemands, par exemple, sont plus longs, puis les textes, il y a peut-être l'anglais est dur à battre là, en termes de brièveté, là. Donc, je pense pas qu'on puisse non plus dire que toutes les langues sont égales, etc., etc., là. Il y a des langues qui sont effectivement plus concises, je pense, que d'autres. Mais cela dit, il y a une chose de sûre aussi, c'est qu'on ne s'attaque pas assez sérieusement au problème du foisonnement dans le monde de la traduction autour de nous. Et malheureusement, ça alimente des préjugés populaires sur les langues respectives, sur l'anglais, sur le français. Il y a beaucoup, beaucoup de gens, chez les jeunes, mais pas seulement, qui vont dire que le français est toujours plus long, moins pratique que l'anglais, moins efficace, parce qu'ils ont toujours sur les yeux des traductions qui sont plus longues que l'anglais, puis souvent plus maladroites aussi, parce qu'ils ne sont pas idiomatiques. Donc tout ça, c'est dommage, parce que là, je reviens sur toutes les questions socio, politico, démographiques, mais sociolinguistiques et tout. Mais tu sais, c'est. Les traducteurs, on n'est pas, quand on traduit, on ne fait pas juste traduire un texte. Surtout au Canada, là, où il y a beaucoup de traductions, on a un rôle social, là. On a un rôle sociolinguistique, on a un rôle politique, sociopolitique. Et si les gens ont ces préjugés-là sur le français par rapport à l'anglais, c'est parce qu'il y a trop de mauvaises traductions autour de nous. Donc, c'est de la responsabilité des traducteurs, ça. Donc, le taux de foisonnement, 5% max. Je me souviens, euh, encore une fois, quand j'étais chez Edgar, un jour, il y a un client qui nous est arrivé en disant, il nous a donné cette consigne-là officiellement, 5% maximum de taux de foisonnement. Et je me souviens d'avoir des traducteurs et des réviseurs en train de mon bureau, quasiment en larmes, j'exagère, là, mais c'est paniqué, disons, en disant, mais hey, c'est fou, ça n'a pas de bon sens comme consigne, ils ne peuvent pas nous imposer ça, c'est impossible. Bon. Puis là, je disais, ben, c'est le client, essayez-le. Et c'était les meilleures traductions que j'ai révisées. Parmi les meilleures traductions que j'ai révisées chez Edgar, ces gens-là qui se forçaient à aller chercher la moindre petite économie, sans trahir le sens tout le temps, me produisaient des traductions très efficaces, très idiomatiques. Ça faisait partie des plus belles traductions que j'ai révisées. Alors, c'est parce que là, c'est ceux qui se le faisaient imposer. Donc, ça les a obligés à se dépasser. Dans la vie de tous les jours, généralement, on ne se le fait pas imposer, donc on prend un petit peu les solutions de facilité. Ouais, moi, on m'a dit que je risquais beaucoup des fois. Je, Mhm. je coupe beaucoup des trucs parce que je me dis, ah, ça, c'est explicite, c'est implicite, là, tout le monde le sait, là. Ouais. Finalement, Ben,
C'est sûr que, encore une fois, c'est périlleux souvent. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Même chose, je reviens à mon expérience à Edgar, mais tu sais, quand je donnais des formations internes, souvent, je parlais beaucoup, beaucoup d'implicitations, comme tu viens de dire. Puis dans les semaines ou les jours qui suivaient, je recevais des traductions avec plein d'implicitations. Puis malheureusement, je voyais bien qu'ils voulaient me faire plaisir, mais là, c'était pas le bon moment, c'était pas le bon choix, c'était pas. Tu sais, alors là, j'étais obligé, à mon corps défendant, de réexpliciter des choses, donc d'augmenter le foisonnement. Ça le faisait avec un pincement au cœur, mais là, professionnellement, il faut évidemment s'assurer de. Alors, plus on est implicite, plus c'est quand même important de se faire relire ou réviser, je pense, parce que deux têtes valent mieux qu'une. Il faut quand même pas jouer à l'apprenti sorcier. Euh, Puis ça prend donc, pour impliciter de façon pertinente, il faut bien connaître le sujet et bien connaître le client. Sinon, c'est à peu près impossible à faire. Et bien maîtriser la langue aussi, évidemment. Je pense que c'est pour ça que j'adore traduire des chansons parce que Oui, j'ai pas besoin vraiment de rester collé aux mots. C'est plus de oui. l'image, puis... Quand tu n'as pas le choix, effectivement, de traduire les chansons les mieux traduites, c'est les chansons souvent qui s'éloignent de l'anglais. Alors, c'est pas le sujet, mais tu sais, je ne l'ai pas dit encore jusqu'ici, mais je suis un grand passionné de la traduction des chansons, moi aussi. Puis je pense entre autres aux chansons de Noël. Les chansons de Noël, c'est merveilleux, c'est tellement beau, là. Euh, Au petit trot Ben, s'en va le cheval avec ses grelots. Mais très souvent, quand tu regardes le texte en anglais, c'est très éloigné du sens de l'anglais. Mais tout est beau, tu sais. Parfois, tu cries car ça penche un peu. C'est l'instant d'effroi. Moi, je souris, j'ai le cœur amoureux et le bout du effroi. C'est merveilleux. Je ne sais pas qui a traduit ces textes-là, mais c'est tellement bien. Et c'est rare parce qu'il y a beaucoup de traductions de chansons qui sont mal traduites, en fait. Des chansons de Walt Disney, en passant. Certaines, pas tous, mais certaines. c'est vraiment drôle parce que Mélodie, je lui ai présenté ma conférence au TIAC, puis elle m'a dit Annabelle, j'ai la même chanson. C'est François qui m'a proposé de montrer Aladdin, puis on avait la même chanson. Ah oui, oui. Ben, J'ai alors, dû c'est ça, avec changer la ça. même. Avec les mêmes constats, dans le fond, toi aussi, tu faisais ce constat-là aussi, j'imagine que Ben, les accents toniques sont mal placés dans Aladdin. je faisais pas ça, je faisais plus une comparaison entre, mettons, la version québécoise puis la version française. Puis je disais, Ah mettons, oui, ici, eux, ils ont choisi de rimer telle place. En ah oui. québécois, on a rimé telle place. Puis en anglais, on a rimé telle place. Après, je disais, ici, en anglais, en français québécois, on utilise des contractions. Euh, si t'as peur, ferme les yeux. Au lieu de Mhm. si tu as peur. Puis en France, on a dit, ne ferme pas les yeux. Fait que ça, c'était contradictoire. Puis là, je montre l'image. Puis Aladdin, il prend les mains de Jasmine, puis il les enlève. OK. Donc, si en québécois, on dit si t'as peur, ferme les yeux, puis on t'enlève les mains, Oui. l'image est pas. Mais oui, je sais pas si tu as vu aussi le calendrier de l'Avent de Hermès, mais on a parlé justement des chansons traduites de Noël. C'était vraiment le fun. Ah oui, non, c'est drôle, ça me dit rien. Mais oui. Ben, puis pour les chansons de Walt Disney, je pense beaucoup souvent aussi à Mary Poppins, là, Mm. Just a spoonful of sugar makes the medicine go down. Alors, en France et au Québec, ils l'ont pas traduit de la même façon. Et c'est drôle parce que l'automne dernier, j'étais à Arles, aux Assises de la traduction littéraire. J'ai rencontré un traducteur aussi qui s'intéresse beaucoup à la traduction de chansons, qui d'ailleurs a une chaîne YouTube. Et il n'était pas au courant qu'au Québec, on avait une traduction différente, mais lui, il trouvait, comme moi, que la version française de cette phrase-là, dans Mary Poppins, était très mal traduite. C'est une cuillère, ça finit par aide la médecine à couler, en tout cas. Aide la médecine à couler, la médecine à couler. Puis en français, c'est la vie est moins amère avec un petit morceau de sucre. Mais c'est génial. La vie est moins amère avec un petit morceau de sucre, un petit morceau de sucre. C'est parfait, parfait, parfait. Tu sais. Il était émerveillé quand je lui ai donné cette traduction-là. Je disais, ah, je savais pas qu'il y avait une autre traduction, mais il trouvait que c'était mal traduit. Mais il En savait pas français. que quelqu'un, quelque part, l'avait traduit mieux que ça. Tu sais. Après ça, il y a toute la question des accents toniques aussi, là, Oui. qui est plus technique, mais qui est vraiment, c'est un gros problème. Et aujourd'hui, même les chansons écrites en français, souvent ont des accents toniques un peu n'importe où. Donc, Même en anglais, même en anglais. ah oui, c'est Ouais. possible, j'ai pas marqué en anglais, oui. Hmm. Ben là, j'ai entendu comme un nouveau film qui est sorti, puis là, tout le monde est fâché justement à cause des accents toniques. Ils sont comme, c'est mal placé, il fallait que tu le... En tout cas, puis, Oui, c'est intéressant, ça. Hmm. Je mais savais pas que le problème était en anglais aussi.
Non, c'est ce que je voulais te montrer, c'était Hermès, le Jingle Bell, Jingle Bell. Puis là, on dit que c'est qui l'a traduit? C'est Francis Blanche. OK. Puis ben, Mélodie, elle a dit, mettons, qu'est-ce que ça aurait ressemblé si c'était une pastiche sonore? On aurait pu dire jongle la belle, Ah, jongle aldoué. Oh, what folle, attise toute raide, une voix non-stop, pense-les. Puis après, elle a dit, si on avait utilisé Google Translate, Jingle Bells, teinter les cloches, teinter jusqu'au bout. Oh, comme c'est amusant de monter dans un traîneau ouvert à cheval. Oh! Et puis après, elle a dit, elle a traduit le rythme, teinte les cloches, chemin enneigé. Quel plaisir d'être en traîneau tiré par mon destrier. Et puis finalement, elle a dit que Francis Blanche s'est tournée vers l'adaptation. Ah, écoute, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins? C'est merveilleux. Des C'est merveilleux. savoureuses allitérations. Ouais, Oui, 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 c'est ça, oui. Et bonne année, grand-mère. Non, écoute, puis là, on voit justement tout le chemin qu'il faut parcourir pour faire une traduction idiomatique, c'est ça. Mais là, ouais, on est à l'extrême parce que vraiment, l'anglais ne dit plus tout à fait, ouais, le français ne dit pas la même chose que l'anglais, mais l'esprit est tout à fait le même quand même, là. ouais. Donc, c'est des questions passionnantes en traduction. Sur la question de comment tu appelles ça un pastiche sonore, là, Oui, je te recommande d'aller sur YouTube, tu chercheras l'hymne national russe OK. ou soviétique, en fait, avec un sous-titre français en pastiche sonore, justement, là. OK. C'est très, 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 très drôle parce que tu C'est l'entends français. chanter en russe, puis tu as toutes les paroles qui s'affichent en français. Puis là, l'illusion est Tu parfaite. Tu as lis, vraiment puis l'impression qu'ils sont en train de chanter ça, là. Je me souviens juste que ça finit par qui sera le meilleur. Mais bon, je ne connais pas le russe, là. je vais Mais aller qui voir sera le ça. meilleur à chaque fin de couplet, ça fait ça. C'est très, très drôle. J'ai été époustouflé quand j'ai vu ça. Ça prend beaucoup d'imagination pour inventer Il y a ces aussi, choses-là. il y a aussi les hallucinations auditives. Ça veut dire comme tu as une chanson, mettons les Black Eyed Peas, puis il dit j'aime pas tes sofas. Laisse Oui, quiète. Oh! Mais ouais. Alors, ça euh, prend une tête particulière pour repérer ces choses-là. oui, vraiment, je sais Mm, pas comment ils mm, font. mm. Puis d'après toi, est-ce que l'idiomaticité, c'est objectif ou subjectif ou un peu des deux? Ah, ça, c'est toute une question, encore une fois. Alors, objectif signifierait qu'on pourrait le mesurer par des moyens objectifs. La réponse est plutôt oui. Évidemment, moi, je préfère le voir plus. La traduction et la langue en général, pour moi, c'est essentiellement quelque chose d'intuitif et non pas de scientifique. Mais évidemment qu'il y a une dimension scientifique à la langue, technique et scientifique. Donc, je préfère le voir autrement que ça. Je préfère dire, ça sonne pas français, donc c'est plus intuitif, c'est plus une impression, donc subjectif. Mais oui, ça se mesurait objectivement, comme j'ai fait, comme ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec mes études de fréquence de mots, selon dans un texte traduit, non traduit, on pourrait très bien mesurer l'idiomaticité. Là, c'est juste lexical, mais après ça, on pourrait y aller sur la longueur des phrases, sur le poids sémantique, sur l'ordre des mots, les incises. Parce qu'il y a pas que les mots, il y a plein de facteurs, le nombre de subordonnés. C'est toutes des choses qui nous permettent statistiquement de faire une différence entre un texte idiomatique et un texte non idiomatique. Ça serait fascinant d'ailleurs. Peut-être un peu trop technique à la langue parce que justement, j'aime beaucoup, moi, que la langue demeure quelque chose de subjectif, d'intuitif. On a trop peur de la subjectivité dans notre monde, je trouve. Je comprends qu'il faut faire attention aux fake news, là. Mais au-delà de ça, l'humain est subjectif par définition. Toute expérience est par définition subjective. Et tant qu'on parle d'autre chose que de mathématiques, et encore, on est dans la subjectivité, on baigne dans la subjectivité, et les choses n'ont aucun intérêt pour l'être humain en dehors de la subjectivité. Ce qui fait qu'une chose est intéressante, c'est que je la vis de mon point de vue, je la vis avec mes propres émotions à moi, avec mon histoire, etc., etc. Donc, chaque mot a une résonance différente dans la tête d'un et de l'autre. Euh, donc, et pour la langue aussi, tu sais, si on essaie de mettre en cage une phrase en sortant tous les sens, à partir des mots du dictionnaire, par exemple, alors, c'est pas vrai. Mais ceux qui ont étudié la langue étrangère le savent très bien. Tu peux prendre une phrase dans une langue étrangère, puis vérifier chacun des mots dans le dictionnaire. Tu vas pas forcément comprendre le sens, et encore moins
les connotations ou les allusions éventuellement. Donc, ça serait ça l'aspect, ça serait ça l'objectivité dans le domaine de la langue. Et c'est quelque chose de désarticulé, de déshumanisé. Donc, pour moi, évidemment qu'il y a des outils. On va vérifier, par exemple, les co-occurrents, les fréquences de co-occurrents pour se rapprocher des humanicité. Donc, il y a des côtés, des outils objectifs qui existent. Mais pour moi, ça n'a aucun intérêt d'aborder ce genre de questions-là uniquement sous l'angle de l'objectivité. Tant qu'à ça, j'ai envie de dire, ben, faites traduire une machine, puis moi, je m'en vais faire autre chose, là. Donc, donc, ça veut dire quoi, ce que je suis en train de dire? Donc, l'important, d'abord, je veux réhabiliter la subjectivité. Je trouve qu'on elle a très beaucoup mauvaise presse dans notre monde qui se veut scientifique et objectif. C'est important que chacun prenne conscience que la subjectivité, c'est fait partie intégrante et essentielle même de l'expérience humaine. Il n'y a rien qui se fait sans subjectivité qui vaille en fait, qui a un intérêt quelconque pour un être humain. Et la deuxième chose, donc plus concrètement, pour nous comme traducteurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit développer une connaissance intuitive et instinctive. Je dis, c'est peut-être plus instinctif qu'intuitive, là. Instinctive de la langue. Et ça manque beaucoup chez les traducteurs. Les traducteurs sont formés à avoir une approche objective de la langue. Donc, c'est-tu dans Usito, c'est-tu dans Antidote, qu'est-ce que le petit Robert dit, qu'est-ce que le dictionnaire des co-occurrents dit. C'est normal quand on est en formation à l'université, puis on a 19 ans, 20 ans, c'est normal qu'un prof nous montre à sortir de notre subjectivité, justement, pour voir le monde. Tu sais. Ça, c'est normal. C'est une étape de formation qui est normale. D'apprendre à raisonner, d'apprendre à justifier à partir des ouvrages, de références, tout ça. Mais l'essence de la langue n'est pas là. L'essence de la langue, c'est euh, il faut donc lire, ben là, c'est pas nouveau, mais c'est quand même important de le rappeler. Lire beaucoup en français et ne pas lire de traduction. Écouter des chansons en français non traduites. On peut en écouter les traducteurs aussi, mais je veux dire, c'est important de baigner dans un univers où les choses se passent, se pensent et se disent en français pour développer une connaissance instinctive de la langue. Sinon, tout va être artificiel. Et sinon, le dictionnaire des co-occurrents ne va pas vous sauver. Si vous visez l'idiomaticité, même si je peux vous donner ma liste de 263 mots du paradis du français, si vous n'avez pas la connaissance instinctive de comment ces mots-là rentrent dans une phrase, et je dis instinctive, ils n'ont pas, même si on peut faire des modèles mathématiques pour dire, OK, un nom il suit d'un adjectif et tout ça, mais non, non, on est au-delà de ça, là. Ça sonne-tu bien, ça sonne-tu pas bien? Ça sonne-tu français, ça sonne-tu pas français? Et ça, il y a une façon de le savoir, c'est de l'avoir entendu et lu et dire, ah, ça ressemble à ça, une phrase en français ou non. Et là, c'est subjectif. Donc, ça se peut que mon voisin, lui, dise, ben non, il n'y a pas de problème avec cette phrase-là, puis que moi, je dise, ça cloche. Ben, c'est correct, ça fait partie de la vie. C'est ça, la subjectivité. Mais ça ne veut pas dire qu'un des deux a tort non plus, là. Donc, c'est vraiment important de réhabiliter la subjectivité dans le domaine de la langue parce que c'est intrinsèque à la langue, la subjectivité. Mais donc, ça nous donne une responsabilité comme traducteur de cultiver cette langue-là. Personnellement, j'écoute énormément de podcasts en français. Souvent plus français que québécois. Bon, ça, c'est mon choix personnel. J'en trouve des intéressants en France. Mais ça prend un effort conscient parce que quand les gens me recommandent, quand les gens apprennent que j'écoute des podcasts, ils me recommandent des podcasts et je dirais 90% au moins des podcasts qui me sont recommandés, c'est des podcasts en anglais. Puis je comprends pourquoi, parce qu'il y en a des millions, ils sont super intéressants, des choses super intéressantes qui se passent en anglais aux États-Unis ou en Angleterre ou ailleurs dans le monde, mais en anglais parce que c'est comme ça que les gens deviennent internationaux. Euh, donc, ça prend un effort conscient pour dire, moi, j'écoute pas juste des séries sur Netflix traduites, j'écoute des séries françaises, bon, c'est pas facile au Québec, des séries françaises, il n'y en a pas tant que ça, mais on peut en trouver, ou québécoises, puis des podcasts en français, puis il ne s'agit pas de se fermer entièrement, évidemment, au reste du monde, là, mais au Québec, on est dans un monde où c'est facile d'être dans un monde soit anglais, soit traduit. Et plus on fait ça, moins on est capable de répondre à la question, est-ce que ce texte-là ressemble à un texte écrit en français? Donc, ça prend un effort conscient. Puis c'est un effort qui est un plaisir aussi, là, parce que quand on aime la langue, on aime bien apprendre des nouveaux mots, apprendre des façons de dire les choses, réussir à s'exprimer spontanément dans notre propre langue. Ça va se faire. On connaît tous le phénomène, hein. Si on écoute pendant une semaine d'affilée des séries juste en anglais,
la fin de semaine suivante, là, on a des expressions anglaises qui nous viennent spontanément à la bouche quand on veut parler on parle en français, puis on a des exclamations en anglais. Pourquoi? Ben, c'est parce que le cerveau fonctionne comme ça. Le cerveau baigne dans une langue et il va réutiliser cette langue-là quand c'est le temps de parler. Donc, il faut que vous l'alimentiez. Il faut qu'on l'alimente avec du français aussi. Puis autant que possible, donc du français non traduit. C'est drôle que tu dis ça. J'ai deux anecdotes. Je vais aller vite, vite, mais quand j'étais au primaire, je connaissais aucun mot en anglais. Mes parents viennent de la Bibli, là, on parle pas de zéro anglais. Puis j'étais dans un cours, puis la prof, elle nous donne un examen, mais c'est tout en anglais. Fait que j'ai pris mon dictionnaire bilingue, je regardais chaque mot. Puis évidemment, what, ça veut dire quoi? Tu sais, ça veut pas dire quelle est ta couleur préférée. Et puis à la fin de la période, j'avais même pas traduit une question, tu sais. C'était très triste. Mais là, j'ai fait Ouais. des cours et ça va, là, mais Oui, j'imagine que ça va mieux. Mais oui, ça montre qu'on part de loin, mais on peut aller quasiment à l'autre extrême, justement, comme je racontais. Alors, je sais pas, je connais pas ton cas particulier, mais à partir du moment où tu connais l'anglais, puis tu te mets à écouter plein de séries, de documentaires ou de films en anglais ou de podcasts, puis de lire en anglais, la littérature anglophone, c'est sûr que c'est infini. Alors, c'est tentant, puis bon, après, c'est les actualités, puis tout ça. Mais il n'y a rien de magique là-dedans. Je veux dire, on perd la spontanéité en français si on vit en anglais. Les gens qui ont déménagé dans d'autres, tu sais, en Toronto, aux États-Unis, ils reviennent au Québec, puis là, tu les as connus quand ils étaient québécois, quand ils ne parlaient pas anglais. Puis là, ils reviennent, puis ils parlent en français, puis sont surpris eux-mêmes de toujours chercher leurs mots en parlant en français. Puis c'est pas parce qu'ils sont pas brillants ou quoi que ce soit, c'est juste un phénomène naturel. Donc, il faut entretenir ces choses-là. puis l'autre chose, c'est que je suis dans un cours à la maîtrise révision avancée. J'avais une phrase, c'était tiré d'un film. C'est A Few Good Men, des hommes d'honneur en français, Oui. Mhm. avec Tom Cruise. Et moi, je connaissais pas le film, là, mais c'est écrit la vérité. Tu veux la vérité? Tu ne peux pas la prendre, la vérité. Moi, j'ai lu ça, je trouvais ça sonnait pas bien. J'ai eu un instinct Mhm. de comme, moi, je dirais, tu ne peux pas l'accepter. Mhm. Puis je sais pas pourquoi, mon téléphone m'a écouté sûrement, puis mon algorithme a sorti le film. Puis là, j'ai fait, oh, ben je vais aller voir le doublage, tu sais, en français. C'était écrit, tu veux la vérité, tu ne peux pas l'encaisser. Ah oui, c'est ça. Ouais. Donc, tu sais, quand même, j'étais proche. Je l'ai dit à ma prof, j'ai expliqué mon raisonnement. Puis elle m'a dit, non, non, on peut dire ça, prendre la vérité. Ben voyons donc. Puis j'ai fait, OK. comment ça? Puis tout le monde était d'accord avec la prof parce que c'est autorité. Fait que j'imagine que moi, je suis une étudiante. Mais vraiment, Ouais. je voulais tenir mon bout. Puis j'en ai parlé à plein de monde. Puis ils m'ont dit, oui, oui, t'as raison, on ne dit pas prendre la vérité. Mais elle, dans sa tête, on peut dire, je le prends pas. C'est ça, exactement. Ouais, je vois bien. Ah, j'ai bien compris, c'est ça, c'est qu'on peut dire je le prends pas. Et voilà. Mais c'est la langue, c'est fait de toutes ces subtilités-là. Et oui, on peut dire je le prends pas, mais on peut pas dire je prends pas la vérité. Ben, c'est bizarre en même temps quand on y pense. C'est peut-être pas logique, justement, c'est pas scientifique, là, c'est pas cohérent, mais la langue est comme ça, effectivement. Et là, malheureusement, avec ton anecdote, on détruit un petit peu ce que j'ai dit sur la subjectivité parce que ces gens-là, non seulement ton prof, mais les autres de la classe, ils disaient on peut, donc leur subjectivité à eux disait qu'on pouvait, mais voilà. Alors, c'est pas évident, il n'y a pas toujours des solutions noires ou blanches dans le domaine de la langue. Mais la langue évolue aussi, on n'a pas parlé de ce sujet-là, mais tu sais, voilà. Mais d'ailleurs, en passant, le livre que je suis en train d'écrire j'essaie de m'attaquer à toutes ces grandes questions-là dans mon livre. Je trouve ça extrêmement, extrêmement difficile parce que ça nous échappe tout le temps. Ces notions-là nous échappent et au fond, on se rend compte que c'est pas une question de réalité objective. Justement, c'est une question plus de prise de position. Tu sais, moi, je décide que mon français va ressembler à ça, mais j'ai pas de contrôle sur le français des autres. Puis oui, c'est vrai que le français, il évolue, puis il y a des choses qui n'étaient pas acceptables il y a 10 ans ou 20 ans ou 50 ans qui sont aujourd'hui. Peut-être que dans 50 ans, ça va être normal de dire tu peux pas prendre la vérité. Mais si c'est parce que l'anglais, mais si c'est parce que l'anglais nous a influencés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre français devient de plus en plus de l'anglais. Fait que ça existe, mais ça existe dans des langues qui se font assimiler, et même des langues qui disparaissent, ça existe dans l'histoire de l'humanité aussi. Bon, alors, c'est-tu grave, c'est-tu pas grave? C'est grave, mais ça fait partie de la vie. Alors, on espère juste que ce soit pas nous qui disparaissions, mais c'est triste pour les langues autochtones, les langues régionales
qui ont disparu ou sont en train de disparaître. On trouve ça triste. Ben, tu sais, le français, c'est pas à la même échelle, mais si on se laisse constamment influencer par l'anglais, par ces petits morceaux-là, qui sont jamais graves séparément, ben oui, si tu entends un Chiac parler, par exemple, moi j'aime beaucoup entendre les Chiacs parler, les Acadiens du Sud, là, de Moncton. Tu sais, je veux pas dénigrer leur façon de parler. J'adore écouter Acadiman, là, c'est merveilleux. Ils ont une langue absolument. Mais c'est moitié français, moitié anglais. Donc, on peut pas dire le contraire non plus. Puis, je veux dire, on ne peut pas supposer que dans 100 ans, ça va être un petit peu plus français, un petit peu moins anglais. Dans 100 ans, ça va être un petit peu plus anglais, un petit peu moins français. Encore une fois, je reviens à c'est des questions sociopolitiques, ça. C'est des questions de pouvoir démographique, politique et économique. C'est ça qui se joue là-dedans, là. Alors, on a beau dire c'est cute, c'est joli, c'est une variante du français. Mais à la longue, ça va toujours dans la même, tu sais, l'évolution va toujours dans la même direction, là. C'est pas un équilibre, c'est une évolution, c'est une transformation. C'est pas comme si c'était ah, c'est beau parce que le français et l'anglais sont sur un pied d'égalité. Ils sont pas sur un pied d'égalité. Donc voilà. Puis la question ici que ma prof m'a posée, c'est quoi les stratégies et les techniques que les traducteurs peuvent utiliser pour faire une traduction idiomatique? Oui, alors je dirais il y a deux. Bon, c'est long et compliqué. Je veux dire, moi, j'y arrive pas encore après 40 ans. Là, donc, puis je dis pas ça par humilité. Bon, je dis un petit peu ça par humilité. J'avoue que certaines de mes traductions dont je suis content. Mais grosso modo, je trouve ça extrêmement difficile et souvent, je trouve que j'y arrive pas. Donc, c'est un idéal, hein. Cela dit, je dirais que, bon, pour simplifier, il y a deux grandes voies, je te dirais. La première, c'est d'être conscient de, donc tout ce qu'on a dit jusqu'ici, être- se faire une liste des mots du paradis du français pour au moins consciemment essayer de les plugger, si tu me permets l'expression, dans l'autre traduction. Ça, c'est un aspect plus technique et mécanique, je dirais. Après, l'autre façon, qui est technique aussi, mais à plus grande échelle, je dirais, c'est ma fameuse technique de la feuille retournée, là, sur laquelle je donne des formations maintenant pour magistrat depuis quelques années, dont j'ai parlé au congrès de l'OTSAC en 2024 et dont je me donne des formations en Europe là, sur ces sujets-là. Là. C'est un peu mon nouveau dada, mon nouveau cheval de bataille. Là. C'est pas une technique que j'ai inventée, c'est une technique qui m'a été montrée par un prof de traduction quand j'étais à l'université, mais qui est pratiquée par à peu près personne. Le principe est très simple. Alors, encore une fois, pour simplifier, là, j'ai quand même un cours de 3 heures et demie là-dessus, mais je vais vous le dire en quelques minutes. Mais tu sais, imagine que tu traduis un texte, tu prends un paragraphe de 2, 3, 4 lignes, 2, 3, 4 phrases, mettons, généralement trois phrases, mettons, et au lieu d'y aller en mode écrasé, tu traduis à mesure, tu traduis à vue, c'est ce qu'on fait à peu près tous, là. On traduit à vue, même si on ne traduit pas mot à mot, on traduit à mesure qu'on voit les mots apparaître. On s'arrête, on prend le temps de regarder le paragraphe de trois phrases, on le relit 3, 4, 5 fois, on mémorise les idées sans mémoriser les mots. C'est ce qui est le plus difficile, mais c'est ça la traduction. Et après, on rédige le paragraphe à partir de zéro en français. Et de là, après, bon, il y a quelques étapes, mais en gros, évidemment, on va retourner comparer avec l'anglais puis corriger parce que c'est sûr qu'il va y avoir des écarts de sens inacceptables. Donc, il faut combler des oublis qu'on a eus ou des fois des. Bon. Alors, faut rajuster à partir de l'anglais, mais le fait qu'on est dans un mode rédaction, quand on fait ça, si on maîtrise bien la langue, et on revient à tout à l'heure, la connaissance instinctive de la langue, ça c'est indispensable, là. Mais le fait qu'on est en mode rédaction fait que c'est le mieux, c'est le plus proche qu'on peut arriver d'une traduction idiomatique, donc non influencée par l'anglais. C'est une technique que je trouve fascinante que, comme je te dis, bon, moi, elle m'a été montée par un prof il y a 40 ans, mais je l'ai presque jamais pratiquée jusqu'à il y a quelques années. Il y a 4, 5 ans, j'en avais tellement assez de ne pas arriver à faire des traductions idiomatiques que je me suis dit, bon, au grand mot, les grands moyens. J'ai commencé à l'utiliser de façon beaucoup plus systématique. C'est très forçant, c'est très difficile au début mentalement, c'est très fatigant, c'est décourageant, donc on n'a pas envie, puis on se dit, bah, j'ai un délai à respecter, tout ça, puis les gens vont se contenter de tout. C'est ça le problème aussi, c'est que les clients et les réviseurs se contentent de traductions souvent pas très idiomatiques, puis tout le monde s'en contente, donc pourquoi aller plus loin, là? Mais il y a quelques années, donc j'ai décidé de m'investir davantage là-dedans, d'en faire. Et bon, puis, alors, avec le temps, je me rends compte que c'est pas plus fatigant ou plus difficile. C'est même beaucoup plus fun qu'une traduction standard. Mais ça prend, il y a une petite étape d'adaptation où il faut vraiment travailler la mémoire un petit peu. Là, c'est quand même pas facile, ça. Donc, une étape d'adaptation. Mais sinon, c'est super, super intéressant. Donc, c'est vraiment la méthode que je préconise maintenant pour atteindre l'idiomaticité. Pourquoi? Parce que justement, on est en mode rédaction. Et
Voilà, mais ça marche en condition de bien maîtriser la langue, et donc ça nous ramène à lire beaucoup, puis écouter beaucoup en français, puis écrire beaucoup en français aussi. Si vous faites partie d'un comité, là, proposez-vous pour être secrétaire, il n'y a jamais personne qui veut l'être. Ça va vous faire écrire, puis etc. Si vous faites écrire des articles dans des revues, si vous voulez créer un blog, écrivez. C'est très important d'écrire pour soi-même, je veux dire, écrire de soi-même, au-delà des traductions qu'on nous demande de faire, là. C'est sûr que cette question-là revient souvent, là, mais Hmm. qu'est-ce qu'on Ben, fait oui. avec les traductions post-éditées? Comment tu dis? OK. Ben, c'est une question qui est revenue souvent, que on m'a dit, je suis sûre que personne va poser cette question-là, tu sais, puis c'est en joke parce que c'est le moment, c'est le sujet de l'heure, c'est l'intelligence artificielle. Quand les textes sont déjà post-édités, Ah comment oui. tu fais pour les rendre idiomatiques? Ah, ça, c'est le gros problème. J'ai tendance à croire que sur le long terme, la traduction neuronale va. Alors, je ne sais pas. Alors, est-ce que ça. J'allais dire, la traduction neuronale sur le long terme va condamner l'idéal de traduction idiomatique, mais on peut être surpris. Euh, les traductions comme DeepL, tout ça, donnent. Alors, se trompent souvent, collent souvent l'anglais, on est d'accord, mais ils donnent souvent, étonnamment, des solutions idiomatiques. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont justement pas le préjugé que nous, on a. Et c'est sur une base statistique, donc, ils vont chercher des textes écrits en français, effectivement, ou traduits en français. Donc, des fois, c'est étonnant. Une traduction neuronale peut faire quand même beaucoup de chemin dans le sens de l'idiomaticité. Alors, évidemment, voilà. Alors après, là, la traduction neuronale, c'est encore relativement nouveau. La plupart des gens travaillent avec ça maintenant, donc c'est de moins en moins nouveau, mais on ne sait pas encore tout à fait comment l'utiliser au mieux. Moi, personnellement, j'avoue que, bon, vu que je suis à la retraite officiellement depuis un an, je n'utilise pas la traduction neuronale dans mon quotidien, donc j'en parle avec, mais j'ai quand même entendu beaucoup de gens en parler, beaucoup de traducteurs, j'en parle beaucoup, j'ai même suivi quelques formations là-dessus, donc je sais un petit peu de quoi il est question quand même, là. Je pense que je connais l'essence de la problématique, et je me pose la question, moi aussi, comme tout le monde, comment je pourrais intégrer ma vision de la traduction idiomatique à ça? Euh, Ce que je pense, mes éléments de réponse à moi seraient les suivants, c'est que d'abord, la première chose qu'il faut dire comme traducteur, et ça, il faut se le dire entre nous, puis c'est important de ne pas reculer d'un pied là-dessus, c'est il appartient au traducteur et non pas à la machine de définir ce qu'est une bonne traduction. Peu importe ce que la machine fait, peu importe ce que l'humain faisait avant ou fait aujourd'hui, une bonne traduction, il y a 1000 ans comme aujourd'hui, ça demeure une traduction idiomatique. Il faut être d'accord avec l'idée que ce qu'on vit, c'est faire les traductions idiomatiques, sinon on est à la remorque d'une langue étrangère, d'une culture étrangère et tout et tout. Donc ça, on peut définir ça. Après, la question suivante, c'est est-ce que la traduction neuronale ou automatique peut produire ça? Comme je viens de dire tout à l'heure, je pense qu'elle le peut. Dans certains bouts de phrases, elle peut le faire plus facilement qu'un humain. Dans la construction générale des phrases et des textes, évidemment qu'elle ne le fait pas tant que ça, parce que, bon, pour des raisons qu'on connaît, qui sont des raisons mécaniques, j'ai envie de dire, là. Après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que ça veut dire qu'on doit, quand on reçoit une traduction neuronale puis qu'on est en post-édition, est-ce qu'on devrait tout réécrire ou juste ajuster? Ben, j'ai envie de dire, dans l'idéal, s'il faut tout réécrire, il faut tout réécrire. Si une bonne. Alors, encore une fois, on revient, c'est quoi une bonne traduction? Qu'est-ce qu'une bonne traduction? C'est à nous de le définir. Et la question suivante, c'est sachant c'est quoi une bonne traduction, est-ce que mon cabinet, est-ce que mon souhait de traduction veut remettre, fournir, produire une bonne traduction? Ça a toujours, en théorie, ça a toujours été le cas. Cela dit, dans la vraie vie, je l'ai dit tout à l'heure, les traductions qui sont autour de nous, même bien avant les traductions neuronales, n'étaient pas toutes si bonnes que ça, de toute façon. Donc, on perd quoi, là? C'est difficile à mesurer statistiquement. Il y a plein de traductions qui sont faites par des humains qui ne sont pas si bonnes. Donc, tant qu'à ça, on les faire faire par des machines. Alors, après, on fait quoi, là? Techniquement, moi, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est regarder les textes qu'on nous remet en post-édition et le juger avec les mêmes critères qu'une traduction faite par l'humain, le critère d'idiomaticité. Et comme avec un humain, des fois, la phrase, ça tombe bien, est bien tournée, puis ça marche. Puis d'autres fois, il faut la reformuler. Puis dans ce temps-là, ben, c'est pas parce que c'est une machine qui l'a fait qu'on va s'empêcher de le reformuler. Je comprends que le but de la machine, c'est un but économique d'abord. Tu sais, la traduction va être plus rapide et moins chère. Bon. Mais il reste que si tu révises une phrase sur deux ou même deux phrases sur trois, j'imagine qu'au bout du compte, ça va encore être moins cher, vu qu'il n'y a pas d'étape de traduction, tu es en révision. Mais je pense qu'il ne faut pas s'empêcher de reformuler une phrase ou un paragraphe au complet s'il n'est pas idiomatique, vu qu'une bonne traduction, c'est une traduction idiomatique. Après, on peut dire, une perspective purement
capitalistico-économiques, etc., que je m'en fous que les traductions soient pas idiomatiques. L'important, c'est que la personne comprenne. Ben, ça, c'est une question politique, encore une fois. C'est une question de fond. Mais encore une fois, c'était peut-être très vrai avant les machines aussi, de toute façon. Il y avait plein de traductions non idiomatiques. On a vu tantôt quand j'ai parlé des traductions du fédéral, là. Donc là, ça fait que c'est intéressant parce qu'on se rend compte que ce qui est un nouveau problème n'est pas si nouveau que ça quand on creuse. Le problème de fond a toujours été le même. Est-ce qu'on se contente de traductions non idiomatiques qui signalent que le français est soumis à l'anglais au Canada, est à la remorque de l'anglais, ou est-ce qu'on cherche à produire des textes qui sont vraiment idiomatiques en français ou par lesquels on se réapproprie et notre langue et nos propres textes, même après une traduction? La question est la même en 1950 puis en 2025. C'est juste que bon, par où on passe, ça va être différent. Puis après ça, encore ça, c'est sûr qu'il y a les forces économiques là, qui jouent, mais bon, on peut les nommer, on peut les désigner, puis après ça, on peut faire nos choix. Mais au fond, je reviens à ça, il faut toujours se raccrocher à la définition qu'est-ce qu'une bonne traduction. C'est pas parce que c'est la machine qui fait une traduction que la définition d'une bonne traduction va forcément va changer. Elle ne change pas. Merci beaucoup. C'est la fin. C'est la dernière question. Je sais pas Hey, si ça a t'en passé vite tout avais. ça. Je sais pas si t'en avais un autre qui est venu entre-temps, mais Question, une autre question? ouais. Non, je pense on n'a pas fait le tour, on n'aura jamais fait le tour, mais je pense que tu avais des questions qui nous ont permis vraiment oui, de bien traiter de la question de l'idiomatie sous plusieurs angles. Moi, je suis bien content de tout ce qu'on a pu se raconter, là. D'accord. Donc, je veux dire, merci beaucoup d'avoir participé au podcast. Euh, Merci à toi. Est-ce que, est-ce que je peux savoir où on peut te suivre sur les réseaux? Oui, alors le mieux, c'est d'aller sur il y a le site de magistral.com où il y a mes propres formations. Donc, traduction administrative. Alors, j'ai trois formations que j'ai mentionnées. Traduction administrative et idiomatique, volet 1, 2, 3. Simplifier, s'ennuyer par le bas, volet 1 et 2. Et la technique de la faire retourner, c'est dans une formation qui s'appelle Libérer le génie de la langue. On parlait d'Aladin tout à l'heure, c'est le génie de la langue et non pas de la lampe. Et sur le blog de Magistrade aussi, j'ai quelques textes là. Je ne suis pas le seul contributeur, mais je fais partie des gens qui contribuent. Puis évidemment, ben, il y a mes trois traducteurs avertis que je vous recommande vivement. Notamment le troisième qui est sorti récemment, ça fait un peu plus qu'un an. Dans le troisième, il est un petit peu plus épais que les autres. C'est mon dernier, je l'ai conçu comme mon dernier, donc j'ai comme livré là-dedans tout ce qui me restait à dire sur les questions de traduction avec des articles plus approfondis. Le premier livre a des articles plus, je ne dirais pas superficiels, mais plus ponctuels sur des sujets, des questions de traduction précises. Le troisième livre a des articles beaucoup plus longs sur des questions de fond. Donc, tous ceux qui s'intéressent aux questions d'idiomaticité dans la traduction anglais vers le français, là, je vous recommande vivement ces trois livres-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Annabelle.